Bonjour, donc Thomas Cataldo, directeur technique de Bluemind. Donc Fabrice vous a brillamment présenté le devant de la V5, tout le fonctionnel. Moi je vais vous présenter le derrière. Donc je vais me focaliser en fait sur 3 points d'intérêt, sur le développement et le passage de la V4 à la V5. Donc pour vous raconter ce passage de la V4 à la V5, je vais vous raconter ce qu'on a fait pour moderniser l'authentification. Ensuite, ce qu'on a fait pour reprendre à la main sur les emails, ce qui correspond à la suppression de Cyrus dans l'architecture de Bluemind. Et enfin, tous les travaux qu'on mène et qu'on continue de mener pour rendre le produit plus résilient, plus résistant, plus robuste. Donc tout d'abord un petit focus en fait sur le travail de fourmi en fait que réalise en fait un éditeur de messagerie. La messagerie, c'est quelque chose qui évolue dans le temps, le produit il évolue dans le temps et on modernise en fait à intervalles réguliers toutes nos briques pour qu'on n'ait pas une obsolescence programmée en fait de notre logiciel. Donc on fait tout évoluer, toutes les briques bas niveau de la solution évoluent. On fait évoluer la version de Postgre où en 1.0 on a dû démarrer avec du Postgre 8 et aujourd'hui on est sur la dernière version de Postgre, du Postgre 17. On a de l'Elasticsearch qui est quasiment à la dernière version. On a fait le saut technologique pour passer de Java 8 à Java 21. Donc ça semble pas grand-chose, mais d'un point de vue, par exemple, gestion de la sécurité, gestion des CVE, si vous êtes encore bloqué sur Java 8, vous ne pourrez pas avoir les dernières versions des librairies qui, elles, sont les seules qui fournissent les correctifs de sécurité associés. Voilà. Côté Cyrus, donc, on a utilisé pas mal de versions de Cyrus au fil du temps et au passage de la V4 à la V5, le grand changement, c'est la suppression de Cyrus. Donc ce sera mon point numéro 2 pour vous expliquer pourquoi et comment on s'y est pris pour le supprimer et pourquoi c'est mieux maintenant qu'il n'y est pas. Ou un autre chantier qui est relativement intéressant, c'est le chantier qui a été fait sur Vue.js. Vue.js, c'est la technologie qui est utilisée pour développer tout ce qui est front-end dans Bluemind. Donc tout le nouveau webmail, en fait, il s'appuie sur Vue.js. Donc la version 5.0, qui maintenant est sortie il y a bientôt un an, était basée sur Vue.js 2. En 5.3, qui va sortir le 26 avril, on sera sur du Vue.js 3.7. Donc pour la petite histoire, on a eu un audit de sécurité il n'y a pas longtemps sur le code de Bluemind fait par un grand ministère et ils nous ont pointé que Vue.js 2, ça commence à être déprécié et qu'il y a encore des CVE ouvertes qui ne seront jamais corrigées en fait, sur Vue.js 2. Donc c'est très important en fait, dans ce travail d'éditeur. Donc il y a 1 an de développement pour les équipes front-end pour passer de Vue.js 2 à Vue.js 3.7. Ils ont tout remplacé. Il a fallu quasiment réécrire tout le webmail. Donc ça fait partie du travail de fond que l'éditeur va réaliser pour avoir une solution qui reste moderne et au goût du jour. Autre chantier de modernisation important, on a voulu coller au standard d'authentification OpenID Connect. Donc on a intégré ce standard à tous les niveaux de la solution Bluemind. Donc d'une part pour éliminer en fait une brique maison sur un sujet super complexe qui est l'authentification. Pour la sécurité, il vaut mieux avoir une brique robuste, fiable. Donc on utilise Keycloak pour ça. Et ça permet d'autres choses en fait de passer à OpenID Connect. Ça permet une interconnexion simplifiée avec les autres solutions. Donc d'une part évidemment le classique single sign-on, mais d'autre part, pour utiliser un terme qu'avait utilisé Interstice à notre summit précédent, une intégration sans couture entre les différentes applications. Une intégration au niveau API. Et OpenID Connect va nous permettre de faire ça et de faire des intégrations fines entre la messagerie et la digital workplace. Enfin, ça va nous permettre d'intégrer tout ce qui est toute une sécurité moderne. Aujourd'hui, on nous demande de l'authentification multifacteur, d'utiliser du passkey, toutes ces nouvelles choses vont devenir possibles au travers de la nouvelle brique d'authentification Konami, que ce soit qu'on utilise Keycloak ou qu'on utilise vos gestionnaires d'identité existants. Le fait de supporter OpenID Connect nous permet d'utiliser de manière transparente de la DFS, par exemple, donc Active Directory Federation Service. Si vous avez ça, on n'a même pas besoin de déployer notre Keycloak. On va être nativement compatible, que ce soit en termes d'IDP. Voilà. Et par défaut, donc Bluemind V5 va installer et configurer Keycloak. Le deuxième point qu'on voulait mettre en avant sur l'histoire du passage de la V4 à la V5, c'est la suppression de Cyrus dans Bluemind. Donc Cyrus, qu'est-ce que c'est? C'est le serveur de stockage des emails qui répond au protocole standard IMAP et POP. Donc on a utilisé ça de la version 1 jusqu'à la version 4 de Bluemind. Sauf que pour répondre en fait aux besoins en fonctionnalité et principalement pour arriver à faire fonctionner Outlook,
on est sur quelque chose qui est un peu trop faible. Avec juste du protocole IMAP, c'est impossible de répondre aux interrogations complexes que va réaliser Outlook. Outlook, il va vous poser des questions relativement complexes sur la structure des mails, sur des besoins en synchronisation sur les boîtes mail. Par exemple, pour synchroniser une hiérarchie de dossiers, le protocole IMAP en fait ne sait pas faire. Il ne sait pas vous dire quelle est la différence, quels sont les dossiers qui ont été créés depuis la dernière fois que vous allez allumer votre client mail. Donc pour arriver à faire ça, ben on a dû faire beaucoup de choses. On a dû copier énormément d'informations du serveur Cyrus vers nos bases de données, vers nos stockages à nous, pour pouvoir indexer, lister mieux, lister de la bonne façon pour répondre à Outlook et au mobile. Mais jusqu'à la version 5, Cyrus restait la référence pour les mails dans Bluemind. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on faisait quelque chose ou qu'on avait besoin de resynchroniser quelque chose, on se resynchronisait toujours par rapport à Cyrus et c'est toujours lui le maître de la donnée. En V5, on a fait un grand changement. Donc notre approche, ça a été de se dire qu'en V4, notre base de données, parce qu'on voulait fonctionner avec Outlook, elle est complètement synchronisée et raccord avec Cyrus. Donc on a déjà toutes les données, on est capable de produire tous les listings de mails directement sans interagir avec Cyrus. D'autre part, les mails, on y a déjà accès. Ils sont soit déportés dans un stockage objet, soit ils sont accessibles en clair sur le file system. Et on sait où ils sont parce qu'on connaît Cyrus. Donc le changement qu'on a fait, le changement radical en V5, c'est simplement de retirer Cyrus et d'inverser les rôles. On s'est dit que maintenant, on est maître sur la donnée. La donnée, quand on va vouloir l'écrire, on va l'écrire dans notre base de données. Donc toutes les lectures se faisaient déjà depuis nos données à nous, et c'est simplement les chemins d'écriture qui ont été modifiés pour se dire maintenant, on écrit dans nos données à nous, c'est nous qui écrivons les mails, c'est nous qui les envoyons au stockage objet. Et donc, qu'est-ce qui nous restait à faire une fois qu'on avait retiré Cyrus? Qu'est-ce qui manquait au produit? Donc, Outlook était encore fonctionnel, MailApp aussi, la synchro mobile aussi. Il nous manquait simplement de remettre un connecteur IMAP et un connecteur POP pour pouvoir fonctionner avec Thunderbird et continuer à couvrir tout notre périmètre fonctionnel. Donc, qu'est-ce que ça change, en fait, de retirer Cyrus? Donc là, j'ai un schéma un peu compliqué pour vous faire toucher un peu du doigt la complexité qu'on avait lorsqu'on fonctionnait en V4 avec Cyrus. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que Cyrus était le maître de la donnée. Donc, quand on va vouloir marquer un mail en lu dans le webmail va faire un appel REST à nos briques d'API, à Bluemind Core. Et comme c'est Cyrus le maître, on va devoir effectuer une écriture au travers du protocole IMAP pour l'envoyer à Cyrus. Et là, l'histoire ne s'arrête pas là. Cyrus, une fois qu'il va avoir acquitté cette écriture, qu'il va l'avoir enregistrée, que le mail était marqué en lu, il va écrire aussi ses index locaux, il va écrire un log de réplication et il va nous le réenvoyer par le réseau. Et c'est uniquement à ce moment-là qu'on va pouvoir considérer en fait qu'une écriture est acquittée et nous mettre à jour notre base de données pour dire « Ah ok, le mail il est en lu, on est d'accord, Cyrus nous a dit qu'il avait la donnée, donc on se synchronise avec Cyrus, c'est lui le maître et on enregistre tout ça. » Donc on a un chemin compliqué avec une boucle, des allers-retours réseau. Ça crée des latences en fait très importantes au niveau de l'usage du webmail. C'était pas optimal. En V5, on a un chemin bien plus direct. On demande de marquer en lu, on a un appel REST qui s'effectue, comme on est maître, on peut sauvegarder la donnée et la persister directement. Beaucoup plus simple. C'est relativement intuitif que ça va être plus performant. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus léger et beaucoup plus efficace pour travailler avec les données mail. Enfin, d'autres problèmes. Cyrus il nous posait d'autres problèmes. Par exemple, sur les partages. Quand on va vouloir monter en volume, supporter un très grand nombre de boîtes aux lettres, on se retrouvait obligé de séparer les choses en plusieurs backends Cyrus. On déployait plusieurs Cyrus. Un problème quand on déploie plusieurs Cyrus, c'est qu'il n'y a pas de communication entre les Cyrus. Donc les Cyrus sont cloisonnés. Les boîtes aux lettres qui étaient sur un serveur A ne peuvent pas partager leurs données avec des utilisateurs stockés sur un serveur B. Donc on faisait un peu de jonglage, on faisait un peu de gestion. Donc chez certains clients, il y avait des serveurs de partage où tous les utilisateurs qui devaient se partager des données entre eux, on les migrait sur le back-end dédié au partage. Et c'était uniquement les comptes tout simples qui ne faisaient pas de collaboratif avec des gens qui pouvaient être isolés sur des back-ends. Donc c'était difficile, délicat à gérer. Alors que en V5, c'est complètement transparent. On a accès à toutes les données de toutes les boîtes aux lettres. On sait gérer tous les partages comme il faut, de la bonne façon, et avec maintenant la nouvelle granularité qu'a présenté Fabrice, c'est-à-dire où on est capable d'aller jusqu'à un dossier de messagerie
pour les clients IMAP, mais aussi pour Outlook. Donc évidemment, à chaque fois, ce qu'a présenté Fabrice, ça fonctionne pour Thunderbird, mais ça fonctionne bien évidemment de la même façon avec Outlook. Donc si je dois résumer les avantages de BlueMind sans Cirrus, c'est qu'on a des performances nettement améliorées. Quand vous voyez mes deux schémas sur le chemin que faisait une requête avant, après, on est sur quelque chose de bien plus simple avec un temps de réponse bien meilleur. On a une consommation de mémoire qui est largement diminuée. Avant, avec Cirrus, on était sur quelque chose comme 30 Go de mémoire consommée pour 2500 connexions. En BlueMind V5, maintenant, on consomme seulement 500 mégas pour la même chose. Donc c'est beaucoup, beaucoup mieux. Les partages globaux, donc on n'a aucune limitation maintenant liée aux différents backends et au placement des boîtes aux lettres. Donc tout le monde peut partager avec tout le monde sans avoir à jongler pour placer les utilisateurs. Et enfin, on est en accès direct par rapport au stockage objet pour aller lire et écrire les mails. Alors qu'avant, on passait par des connecteurs branchés au travers de Cirrus, on était sur quelque chose d'assez compliqué. Donc on est nativement compatible avec le stockage objet, où on va supporter aujourd'hui du S3, du Ringscality. Avec les changements qu'on a fait, le core, qui est la brique d'accès aux données dans BlueMind, devient beaucoup plus central. Puisque vous le touchez un peu du doigt. Avant, il se contentait de gérer les API BlueMind et recevoir les appels REST. Et aujourd'hui, ce service-là, il est serveur IMAP, serveur POP. Il assure la livraison des mails dans la plateforme. Donc sa criticité a beaucoup augmenté. Et on n'a pas envie que ça devienne Spider-Man, à se dire que grand pouvoir, grande responsabilité. On veut casser un peu tout ça. On veut casser la criticité en fait, du composant core pour pouvoir mieux résister et que le produit soit plus solide derrière. Donc quand on a regardé notre architecture, on constate qu'il y a de nombreuses données qui sont quand même stockées localement au niveau du core. Aujourd'hui, le core, il va gérer toutes les sessions web. C'est lui qui va être en charge de fournir les données d'annuaire pour Outlook. Et tout un tas d'autres données, comme les dates pour les répondeurs automatiques. Quand on émet un répondeur automatique, il faut enregistrer que je viens d'envoyer une réponse automatique à cet utilisateur pour lui dire que je suis en vacances. Ça, c'est le core aujourd'hui qui retient que pendant 3 jours, il ne faut pas réémettre le « je suis en vacances ». Donc ça, c'était mémorisé au niveau du core. Donc on a voulu commencer à sortir en fait toutes ces bases pour rendre le core un petit peu plus bête, mais surtout un peu moins critique, un peu moins sur le chemin critique. Et donc toutes ces petites bases de données qu'on va trouver à droite à gauche dans un BlueMind, donc les pièces jointes des brouillons par exemple, l'export de l'annuaire utilisateur, toutes ces briques-là, on a choisi en fait de les sortir de ces composants et de centraliser cet état dans une autre base, donc de sortir ça en fait dans une base qui s'appelle KeyDB. KeyDB, c'est une implémentation de Redis, comme il y en a plusieurs, il y a Valky, il y en a d'autres. Et donc on a centralisé ces données pour les rendre disponibles dans une base KeyDB. Qu'est-ce que ça nous permet de faire ? Ça permet que si vous redémarrez le core, vous perdez aucune évidemment pièce jointe sur les brouillons, aucun utilisateur est déconnecté, et on va avoir la même chose en fait côté serveur MAPI. Donc je ne vais pas rentrer cette fois-là dans les détails du protocole MAPI, mais Outlook demande au serveur de mémoriser énormément de choses en fait, dans son fonctionnement, et on n'a pas envie qu'un redémarrage en fait, du serveur MAPI ait des conséquences désastreuses de reconnexion au niveau des Outlook. Et donc un MAPI qui redémarre va retrouver tous ces petits à l'intérieur de KeyDB et pouvoir reprendre toutes les sessions telles qu'elles étaient, reprendre les synchros sans refaire un cycle depuis zéro sur vos connexions MAPI. Donc évidemment, vous commencez à toucher du doigt où je veux en venir avec tout ça, d'avoir sorti ces données-là et qu'elles soient plus stockées à l'intérieur du corps. Donc là, j'anticipe un peu sur le next qu'on aura cet après-midi, mais on mène déjà les évolutions à l'intérieur des versions 5, côté 5, 5.1, 5.2 et bientôt 5.3. On est en train de faire tous ces changements pour pouvoir passer avec 2 serveurs, ou plus bien sûr, et passer en multicore. Et pouvoir du coup perdre un des serveurs core sans que ça ait la moindre conséquence, et pouvoir soit router toutes nos requêtes sur un autre core qui retrouvera ces petits de manière très simple, puisqu'il les retrouvera au travers de Redis, de KeyDB, qui lui est très facile à répliquer et à rendre résilient. On a choisi KeyDB parce que c'est une des implémentations qui propose le mode multimètre, c'est-à-dire on peut écrire dans n'importe lequel des KeyDB qu'on va déployer et on va tout retrouver sur tous les nœuds, sur tous les serveurs. Pas le bon bouton.
Alors, on fait d'autres choses pour sécuriser les données. Mais on a des clients dans la salle qui utilisent ça en production, qui en parleront sûrement mieux que moi. Donc, Johan, si tu veux venir nous dire un mot sur ce qu'on fait avec Kafka. Non, je vais pas t'embêter. Aujourd'hui, en fait, quand on a des actions utilisateurs, la plupart du temps, elles finissent persister, soit dans Postgre, soit quand c'est des mails, au niveau d'un stockage objet. On a intégré au niveau de la V5 un connecteur pour se connecter en fait avec un Kafka. Un Kafka, c'est un puits de données qui va nous servir à enregistrer en fait un historique et une capture des changements. Donc à chaque fois qu'un utilisateur va faire un clic, va marquer un mail en lu, va le déplacer, va le changer de dossier, une fois qu'on aura persisté cette information-là en base de données, on va envoyer ça dans un connecteur Kafka qui va nous persister cette donnée-là et nous permettre surtout de la rejouer, cette donnée. Et c'est ça qui est très intéressant. On va pouvoir, grâce à ça, débloquer plusieurs fonctionnalités type PRA, PCA. On va pouvoir développer aussi, quand je dis PCA, c'est du PCA en temps réel, c'est-à-dire entre deux sites qui seraient connectés au travers de Kafka. Le connecteur côté réception sur un deuxième site est capable de reprendre les données, de les rejouer depuis le Kafka et de vous proposer en fait une install clonée où on va avoir une latence d'une centaine de millisecondes entre ce qu'on avait sur le site 1 et ce qu'on va retrouver sur le site 2. Donc ça permet ça de faire plein de choses. Ça permet de faire le multisite, PRA, PCA, et ça permet une dernière fonctionnalité bonus qui est la mise à jour à chaud. C'est-à-dire mes données, en fait, c'est un log métier que j'enregistre. C'est pas juste des changements de blocs dans une base de données, c'est marquer un mail en lu. Bah ça, la version N+1 de Bluemind, elle le comprend. Et donc ça nous permet de faire les mises à jour, de rejouer en fait toutes les données contenues dans le Kafka, les rejouer dans une install en version N+1, et ensuite d'appuyer sur un bouton pour dire maintenant je bascule. On envoie le trafic de l'autre côté et on est passé instantanément dans la version N+1 et on va retrouver toutes les données. Donc, la suite. Donc, on a dit qu'on avait les possibilités bientôt de fonctionner avec plusieurs corps pour fournir nativement en fait, tout ce qui est haute disponibilité et une meilleure scalabilité. On va gagner en résilience du côté du processus core au travers de KeyDB qui est relativement simple à configurer en haute disponibilité et de toute façon c'est le produit Bluemind qui va s'occuper de faire la configuration de KeyDB et de le configurer comme il faut. Et enfin on a l'intégration avec Kafka qui va nous permettre de gérer des scénarios plus compliqués avec du multisite, du PRA, du PCA et de la mise à jour à chaud. Et le tout sans aide de la virtualisation. Et donc il va nous rester quand même un dernier verrou pour arriver à une résilience 100% logicielle. Dernier verrou que je vous présenterai cet après-midi. Quelles sont les perspectives d'évolution pour améliorer tout ça. Merci. Merci Thomas.